Je vous présente aujourd'hui notre 520e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors, qu'avez-vous pensé, cher président, de la prestation télévisée d'Emmanuel Macron ce mardi soir lors du journal de 20h? Écoutez, je l'ai jugé en une phrase, probablement un peu sévère, mais j'ai dit que c'était la montagne qui avait accouché d'un moustique. Parce que je l'ai trouvé particulièrement plat, pas convaincant, pas inspiré. Un petit peu même, j'ai trouvé sur le, on peut dire médiatiquement sur le reculoir, mal filmé, mal éclairé, mal disposé sans doute. Vous avez observé que tous les Français semblent d'accord à travers les sondages, puisqu'il est très mal jugé à partir de cette prestation d'abord. Et puis aussi cette dégradation du sentiment de confiance des Français en Emmanuel Macron. Autrement dit, cette espèce d'élan de l'élection présidentielle se transforme en défiance active que l'on voit à travers les enquêtes. Oui, mais c'est très clair. Cet homme qui est bon garçon, propre sur lui, etc., n'est pas un émetteur. On ne ressent pas en lui une force qui entraîne. Voilà. Et ça me paraît être la qualité élémentaire d'un chef, et d'un chef d'État en particulier. Oui, enfin, cependant, il n'annonce ni tournant, ni changement de cap. Il persiste et signe, estimant être dans la bonne voie pour, bien entendu, redresser le pays. Est-ce un personnage, selon vous, inquiétant ou risible? Non, ce sont des paroles verbales. Je l'ai trouvé, en effet, banal, alors qu'il a tout intérêt à se présenter dans une forme différente de celle de ses prédécesseurs. Et il avait un peu joué de cela pour son élection. Et maintenant, il me semble que le charme est rompu, la dynamique s'est aplatie. Alors il semble que le charme n'a pas joué sur ces rencontres antillaises, puisque l'un des deux garçons avec lequel il s'était fait photographier est à nouveau en prison pour trafic de stupéfiants. Bon, la malchance, ça existe, mais enfin tout de même, il y a un problème de style. Enfin, 8 mois de sursis, c'est pas vraiment de la prison ferme. 4 mois de ferme. Je trouve que notre président a l'étreinte trop facile. Et qu'il suffit de se mettre à côté de lui, surtout si on est torse nu et de couleur, pour être étreint chaleureusement. Oui, mais enfin, il devrait regarder le bracelet électronique avant d'embrasser les gens, non? Oui, sans doute. Mais il me semble qu'il y a un peu une perte de contrôle, là, actuellement, à l'échelon du chef de l'État. Des syndicats de police ont protesté contre la nomination de Castaner au ministère de l'Intérieur au regard de son passé légalement sulfureux. Est-ce un non-événement ou est-ce que, après tout, la présidence n'en a plus rien à faire? Est-ce que pour elle, justement, c'est un détail? Oui, d'abord, je trouve que ce n'est pas le rôle des syndicats de police de porter jugement sur la nomination d'un ministre, surtout si c'est un ministre de l'Intérieur. Je crois que chacun doit rester à sa place. Les syndicats de police doivent défendre les policiers, mais ils n'ont pas à donner leur point de vue sur le plan politique. Il ne faut pas mélanger les genres, me semble-t-il. Alors, le président Giscard d'Estaing, qui s'est exprimé, dit qu'il n'y a pas eu de remaniement ministériel. Autrement dit, que c'est un non-remaniement et qu'on a agité pour rien la classe politique, alors qu'il était question de changer simplement le ministre de l'Intérieur après la démission de son prédécesseur. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? C'est un peu vrai. Je crois que le président, qui a de l'expérience, a bien vu la chose. En fait, la mousse qui a été faite autour du changement du ministre de l'Intérieur, qui était rendu indispensable par la démission de M. Collomb, eh bien, tout le reste semble être en quelque sorte des apparences, un peu de mousse médiatique faite autour. Le reste ne compte pas, je crois, ça n'a pas d'importance. Il n'y a pas eu un vrai remaniement ministériel. Donc vous êtes d'accord avec Giscard, pas de remaniement, même si on appelle ça un remaniement? D'accord avec Giscard. Alors, une perquisition a été filmée en direct chez et par Jean-Luc Mélenchon lui-même. Plusieurs responsables politiques dénoncent ces méthodes. Vous êtes le plus à même quand même d'évoquer ce genre de méthode abusive. Oui, il faut dire que quand elle me visait, M. Mélenchon ne s'indignait pas.
il faut dire la vérité, alors que moi, je trouvais tout de même assez exagéré de faire une perquisition chez un chef de parti comme Mélenchon, avec des gilets pare-balles, etc. Tout ça me paraissait assez grotesque. Voilà. À la vérité, son indignation ne m'a pas stupéfié. Bon, l'homme a la réputation d'être assez impulsif, mais est-ce que c'est un défaut? À la limite, est-ce qu'il faut être plat partout et toujours? Non, je ne crois pas. En l'occurrence, la perquisition qui est intervenue l'est à la demande du parquet. Or, je rappelle que le parquet, c'est-à-dire les procureurs de la République, sont aux ordres du ministre de la Justice, c'est-à-dire aux ordres du gouvernement, aux ordres du pouvoir. Il n'y a pas du tout d'indépendance de la magistrature dans leur cas. Ce sont des gens qui sont aux ordres du gouvernement. De surcroît, la présence dans cet ordre d'idées du syndicat de la magistrature, qui est un syndicat qui affiche sa volonté de partialité, a quelque chose qui rend évidemment la justice suspecte aux yeux des citoyens, ce que je comprends pour ma part. Alors j'ai moi-même été la victime d'une perquisition en mon absence d'abord. On a défoncé mon coffre-fort, oui, qu'on a refusé de me rembourser d'ailleurs. Et puis quand je suis arrivé tout de même de vacances et que j'ai déféré à la demande qui m'était faite d'ouvrir mes coffres-forts, ce qui a été confisqué, c'est-à-dire son contenu, depuis 3 ans bientôt, est toujours entre les mains de la justice. Et on refuse de me rendre à la fois l'argent liquide qu'il y avait dans mon coffre-fort et les valeurs dont la plupart appartenaient à mon épouse, séparées de biens, mais qui se trouvaient à la maison compte tenu de l'incendie de notre résidence commune à Rueil. C'est peut-être le moment de dire un mot de ce qu'on appelle l'enquête préliminaire, parce qu'après tout, oui, dans le cas que vous venez d'évoquer, vous êtes toujours sous enquête préliminaire, sans accès au dossier, avec impossibilité de vous défendre, sans avocat, et ça dure depuis plusieurs années désormais. Absolument, il y a là une dérive judiciaire, juridique importante, touchant en effet à cette formule de procédure. C'est que celle-ci a été élaborée pour lutter contre le banditisme, et elle est désormais appliquée de façon systématique aux hommes politiques de l'opposition, ce qui est quand même une dérive qui me paraît gravissime de notre esprit public. Alors pour être très clair, ce qu'on vous a confisqué est conservé par la justice au cas où vous seriez un jour condamné. Oui, ce qui est extraordinaire. Provision sur de futures amendes possibles. Oui, alors c'est ça. Alors, en principe, on me dit, vous bénéficiez d'une présomption d'innocence, mais en fait, le pouvoir agit en vertu d'une présomption de culpabilité. Et d'ailleurs, la mise en examen elle-même s'intitule de telle manière qu'elle est, comment dirais-je, insultante. Elle est, quand on dit que vous avez fait que vous êtes supposé avoir détourné des fonds publics, fait des abus de confiance, etc., c'est un petit peu comme si vous, monsieur, on vous accusait de proxénétisme, oui, et puis qu'on s'attende à ce que ce soit sans effet, mais il n'en reste pas moins que dans l'opinion, pour les gens, vous aurez été soupçonné de proxénétisme. C'est ce qui restera, et c'est ce qu'il y a de scandaleux dans la procédure actuelle. Oui, parce que dans l'esprit des gens, il n'y a pas de fumée sans feu. Voilà. En effet. Or, alors, il peut y avoir de la fumée sans feu quand on émet des fumigènes. Oui, certes. Alors, les résultats des élections bavaroises de ce dimanche vous ont-elles réjoui, cher président? Ah oui, tout me réjouit, mais je vois qu'il y a un grand courant que nos adversaires qualifient d'ailleurs de populiste dans le monde entier. Et celle-ci se révèle en effet en Bavière, mais dans à peu près toutes les consultations en Europe et auront l'occasion de se manifester d'une manière, je crois, torrentielle, triomphale aux élections européennes que nous allons connaître au mois de juin prochain. Et ça,
Alors Marine Le Pen doit bien réfléchir à la présentation de sa liste. Et il me paraît, en ce qui me concerne moi, je dis sous mon avis, que Bruno Gollnisch me paraît être l'homme le plus qualifié pour tenir la tête de cette liste. J'accepterai moi-même d'y figurer, compte tenu du vol dont je suis l'objet de la part du Parlement européen, et qui m'a confisqué d'autorité comme ça 340 000 €. Alors par conséquent, je serai donc candidat et je serai le doyen des doyens, quoi, en quelque sorte. Le livre des records, c'est l'objectif? Oui, c'est ça, pourquoi pas. Après tout, l'âge ne compte pas. Et puis il faut tout de même que les retraités, que les anciens qui sont très nombreux dans notre société soient représentés. Et pas forcément par des jeunes gens. Que les jeunes gens représentent les jeunes gens et les personnes âgées en des personnalités comme la mienne. Voilà. Alors je vous relance quand même sur le sujet. Je reparle de Valéry Giscard d'Estaing parce qu'il vient de s'exprimer, ce qui est assez rare. C'est mon aîné. Votre aîné de 2 ans. Mais il disait ce matin, enfin hier matin pour la diffusion de ce blog, que l'élection européenne au fond n'avait aucune espèce d'importance, que le Parlement européen ne comptait pas, que c'était l'accord intergouvernemental qui comptait et qu'au fond c'était pas important du tout. Une petite élection, dit-il, alors qu'il est à l'origine de cette élection au suffrage universel, puisqu'avant lui elle ne se déroulait que par extrapolation des parlements nationaux. Quand il dit ça n'a pas d'importance. Est-ce qu'il ne faut pas comprendre l'inverse? Mais bien sûr que si. L'élection européenne du mois de juin prochain va être une élection capitale, car elle est la première d'une série d'élections qui doivent conduire à l'élection présidentielle. Et que, comme je pense qu'elle va être considérablement en faveur de la liste du Front National, enfin du Rassemblement National, et que, surtout si la personnalité qui est à la tête de la liste est une personnalité dont on sait qu'elle sera capable de gouverner un groupe parlementaire qui devrait comporter près d'une centaine de membres à ce moment-là, si les résultats sont ceux que nous espérons. Par conséquent, personnellement, je trouve que c'est une élection capitale. C'est la première des grandes élections où Macron et son gouvernement et sa ligne vont être jugés. Je crois qu'il y aura une bonne participation et je crois que moi personnellement, honnêtement, en un triomphe de la liste du Rassemblement National. Alors, quid de vos lectures, cher Président, cette semaine? Je suis accablé par les livres qui m'arrivent. Je ne parle pas de ceux dont j'ai déjà parlé les semaines précédentes, mais j'en ai reçu 2 nouveaux, là. Un en particulier, de Gérard Bedel, c'est Le gaullisme, maladie sénile de la droite. Vous voyez, en quelque sorte, le livre est en quelque sorte décrit dans son titre. Par conséquent, je n'en dirai pas plus. Et puis, un livre qui m'a rappelé de bons souvenirs algériens, car j'ai bien connu Joseph Attab Pacha, dit prince de la Casbah, un livre qui lui est consacré. Il était maire d'Alger, et un garçon de qualité, et qui était le descendant de Hussein Dey. Ça, c'est extraordinaire. L'histoire nous rattrape. Alors encore un petit mot s'il vous plaît, vous avez reçu la semaine dernière nos amis des Brigandes et vous avez souhaité qu'on leur fasse un petit peu de publicité, comme on dit, qu'on les fasse mieux connaître, et donc on va insérer dans ce blog un lien avec le nouvel album des Brigandes. Un petit mot sur elle? Tout à fait, alors les Brigandes sont un groupe original qui s'est auto-suscité, si j'ose dire, je crois que c'est dans l'Hérault, et qui constitue un ensemble choral remarquable et qui est actuellement un petit peu sur le retrait parce que sa principale interprète est enceinte et se consacre à sa grossesse. Et par conséquent, pour quelques semaines encore, on n'entendra pas les Brigandes, auxquelles je prévois, moi, un très grand succès parce qu'elles le méritent à la fois par la qualité, le punch de leur texte et la qualité vocale de cette interprétation. Et donc il n'y a pas que l'album Souvenir de Johnny Hallyday, il y a aussi le nouvel album des Brigandes. Il y a aussi l'album des Brigandes, absolument. L'album de Johnny Hallyday n'a pas besoin de notre publicité, il bénéficie de publicité de masse, si j'ose dire.
Mon cher président, vous êtes en hospitalisation à domicile. Eh oui, voilà. Et vous avez l'air d'aller archi bien. Ah bah écoutez, je suis sous protection je suis sous protection de la médication que je subis. Oui. Par conséquent, je suis sous antibiotiques. Par conséquent, il n'y a pas de raison que les bactéries m'attaquent. En Bah, tout ça a cas, l'air très Si efficace. elles m'attaquent, elles seront contre-attaquées immédiatement. De ce côté-là, apparemment, tout va bien. Encore que Ouais. ça entraîne quand même une baisse de tonus considérable. Bon, encore un Faut mot. l'avouer. Pour les amis qui vous attendent sur le terrain, il faudra attendre un petit peu plus, puisque Voilà. vous êtes obligé quand même d'être patient dans votre discipline et de respecter les consignes en Oui, restant parce que principalement à la maison. la durée du traitement, c'est 6 semaines. Bon, donc il est tout à fait 24 normal. heures par jour. Il est donc normal qu'on ne vous voit pas à l'extérieur si souvent, etc. Absolument. Et en tout cas, vous avez l'air en pleine forme. Alors à la semaine prochaine, président. En politique, il n'existe que ce qui paraît exister. En effet. À la semaine prochaine.